Directeur de club, de bar et homme de culture. Je reçois Thierry aujourd'hui, dans le sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, cette émission, ce podcast qui vous emmène à la rencontre de ceux qui l'ont trouvé, de leur parcours insolite, de leur carrière à rebondissement et de leur changement de cap. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Thierry Wegmuller. Thierry Wegmuller, si vous êtes lausannois, si vous êtes suisse romand ou si vous êtes suisse tout court, Ah, c'est gentil. ce nom ne doit pas vous être inconnu. C'est flatteur. Et oui, parce que Thierry est une figure du monde de la culture et de la gastronomie ici en Suisse romande. Des clubs ABC, les Arches, le Java, le Café Hénin, le Bleu Lézard, la Belle Suisse, la Belle Nuit. Il a créé, piloté, présidé tous ces établissements au fil de sa carrière, souvent accompagné par son frère et sa sœur, ses associés de toujours. Alors même si je connaissais déjà Thierry avant cette interview, je me suis dit que j'allais taper son nom sur Google et que j'allais forcément y trouver des choses. Et j'ai pas été déçu. Alors, je vais pas vous faire la revue de presse, mais ce qui m'a marqué, c'est que l'homme que j'ai en face de moi, d'allure tout à fait accessible et sympathique, a fait des milliers de choses dans sa vie, si bien que je me demande même s'il ne fait pas partie du clan des gens qui ont serré la main de Sinatra. Oui, parce que Merci pour l'âge. parce qu'on plaisante pas avec ces gens-là, tu sais, Thierry, comme on nous le rappelle dans le film Ocean Eleven, si vous vous en souvenez. Pourquoi je fais référence à un film ? Simplement parce que Thierry a commencé par vouloir devenir acteur avant toute chose. Il a fait du théâtre. Il nous confirmera ça évidemment tout à l'heure. Il me dira si j'ai fait des erreurs dans sa description. Non, pour l'instant, ça va. Mais il a même transformé un cinéma en club, un des plus branchés du pays, on peut dire. Vous avez reconnu le D. Et puis Thierry était cinéphile, ça c'est sûr, mais c'est dans la musique qu'il a décidé de s'investir et de faire sa carrière. Il a aussi fait partie d'un groupe de rock, peut-être qu'il pourra corroborer ces propos-là aussi. Mais en tout cas, c'est très vite du côté entrepreneurial qu'il se place avec la création des établissements que j'ai déjà cités, mais pas que. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il a produit une reprise jazzy du titre Highway to Hell en 2001, ça fait déjà 20 ans, Petit moment, ouais. et qui fut repris dans une des compiles emblématiques de Béatrice Ardisson. Oui, ces compiles qu'on entendait dans tous les hôtels branchés, les bars parisiens au début du siècle, et peut-être même encore aujourd'hui. Donc voilà, il est plein de surprises, ce Thierry. J'espère qu'il va nous raconter des anecdotes passées. Oui, passées, parce que le domaine artistique est à l'arrêt depuis plus d'1 an maintenant, donc difficile de se raconter au présent, même si on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Absolument. On va en parler également. Thierry est un éternel optimiste. Il cite dans un article de Lausanne Cité un certain André Comte-Sponville en disant qu'il ne faut pas échanger sa joie de vivre contre la peur de mourir. On parle de musique, de gastronomie, de clubbing aujourd'hui dans le sens. Autrement dit, pas mal de trucs interdits jusqu'alors. Thierry, je suis ravi de te recevoir. Mais je suis aussi ravi de participer à cette belle discussion. Bon, bah cool. Ouais. Cool. Tu n'es pas encore au courant, mais en fait, ces épisodes de podcast sont rythmés par différentes interviews. La première, elle est souvent pour mieux connaître l'invité que j'ai. Elle s'appelle Interview Je te connais. Ok. C'est parti. Je me réjouis d'écouter ça. Mais je l'ai déjà entendu. L'interview, je te connais. Ah si, je te jure. Mais tu blagues, je connais cette personne. Ok Thierry, du coup, Interview Je te connais, ça consiste simplement en quelques questions pour savoir si quelqu'un t'a croisé, où est-ce qu'il a pu le faire. Alors, si je t'ai croisé à l'école, où est-ce que j'ai pu te croiser, cher Thierry ? C'est une question. C'est une question. Oh, tu as pu me croiser. J'étais dans un endroit qui m'a beaucoup apporté. C'était le gymnase, le collège de l'Élysée, D'accord. qui était un collège qui était un peu considéré comme un peu expérimental dans le sens où tu avais des cours de cinéma. C'était un petit peu l'époque un peu babacool de l'époque qui faisait qu'on rencontrait des gens un peu originaux. C'était ouvert d'une manière un peu différente à l'éducation traditionnelle. Et ça, c'est un collège qui m'a beaucoup apporté. D'accord. Et après, j'étais à l'école hôtelière, qui était alors une des grandes expériences de ma vie parce que j'étais assez mauvais en classe, on va le dire tout à fait franchement. Okay. Mais tout le monde me connaissait bien parce qu'on organisait les fêtes finales, les fêtes, les sorties, etc. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que cette idée de faire la fête est venue parce que bon, c'est aussi quelque chose qui est assez récurrent à l'école. Ce sont des bons vivants. Ouais, et donc là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Après, j'étais aussi à l'université à Lausanne et puis après, je suis parti à San Diego aussi, terminer mon cursus de finance. Et ça, c'est pour les études qui ont été longues mais intéressantes. D'accord. Et du coup, puisque tu as connu l'école hôtelière de l'époque, aujourd'hui, on sait que c'est une école qui a pris une ampleur incroyable. Incroyable, ouais.
Est-ce que tu as un mot à dire sur l'évolution de cette école? Quelle est la principale différence pour toi? Est-ce qu'il y avait un côté plus humain avant, plus industriel maintenant? Quel est ton avis par rapport On parle de 400 personnes à 3000 personnes. Je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose. C'est sûr que la reconnaissance universitaire de l'école hôtelière à l'heure actuelle est tout à fait positive. Maintenant, nous, on était 400, ce n'était pas encore le même type de diplôme. Ce qui était génial, c'était qu'il y a deux aspects que j'aimais beaucoup. Un, c'est la proximité. On se retrouvait tous en fin de cours autour du bar, on se connaissait tous et on a gardé des relations au-delà des années. On a même un groupe qui s'appelle EHL 80 qui illustre justement cette rencontre. Et puis, une deuxième chose que je trouvais intéressant et un peu dommage à l'heure actuelle, qui a un petit peu baissé, c'était les stages. Les stages, il faut savoir quand même que, il y avait, je ne parle pas de mon cas de figure, parce que je suis suisse, donc on n'avait évidemment pas les mêmes tarifs que ceux venant de l'étranger. D'accord, c'est une école qui ne propose pas les mêmes tarifs, dépendamment de si on est suisse, en Suisse ou pas. Tu as une certaine cotisation, et si tu viens de l'extérieur, c'était tout à fait autre chose. Alors c'est sûr que ça amenait des gens qui avaient quand même un certain niveau, un niveau standing, ce qui permettait aussi à nous de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas en temps normal. Par contre, c'est sûr que quand tu te retrouves dans une cuisine pendant 6 mois à faire un stage, tu te retrouves à faire des choses qui te forgent le caractère et où tu es obligé d'avoir une certaine humilité. Et je pense que cette humilité, elle était bienvenue, surtout pour un certain type d'étudiants. Après, tu avais le même stage qui se faisait au niveau du service, c'est là pareil. Je veux dire, c'est des choses où tu es au service de, donc c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et ton troisième stage pouvait se faire soit à la réception, soit en management, soit en communication. Et je pense que ces 3 stages qui duraient chacun 5 mois étaient extrêmement formateurs. Moi, j'en ai gardé des souvenirs incroyables. Et il est vrai que là, à l'heure actuelle, ils ont diminué la durée. Tu ne fais pas un stage de 6 mois de cuisine, mais 3 mois mélangés avec du service. Ce n'est pas la même chose. Tu ne t'immerges pas dans l'esprit de ces personnes-là que peut-être par la suite, tu vas peut-être diriger ou avec lesquelles tu devras communiquer d'une certaine manière. Et ils font tout de suite la différence. Ils sentent que c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le métier ou pas du tout. D'accord. Ouais, donc il y a peut-être pas autant de mains dans le cambouis, oui, si c'est un peu ça. Ainsi, qu'avant. Voilà, c'est ça. C'est peut-être la seule grande différence. Mais sinon, c'est vrai que c'est une réputation incroyable. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, on était 400 à sortir sur le marché. On avait les gens de l'école hôtelière qui avaient un diplôme de l'école hôtelière étaient vraiment recherchés dès la sortie de leur cursus. Maintenant, c'est clair que quand tu as chaque 6 mois 3000 élèves qui sont sur le marché, c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, bien sûr. Merci pour cette première réponse à cette première question. Si je t'ai croisé le samedi soir, cher Thierry, où est-ce que j'ai pu te croiser? Alors certainement ici au Déclub ou à l'ABC. J'imagine. Alors j'ai 2 endroits clés. J'ai un endroit qui se trouve ici au fond du bar avec mes amis. Donc on est sur cette banquette là-bas en règle générale. Okay. Et donc ça c'est un endroit où pour moi un club, le grand bonheur de gérer un club, c'est de se mettre dans un coin, voir des gens s'amuser, voir des gens danser, voir des gens se rencontrer, avoir du plaisir. Puis c'est se dire qu'on a réussi à faire en sorte que cette soirée se passe. Et il n'y a aucune considération financière, bien que, évidemment, il faut que le travail, le business fonctionne. Absolument. Mais d'un autre côté, je crois que cette joie qu'on peut avoir en train de se dire, cette soirée existe, j'ai réussi à la monter avec des idées, avec une équipe, parce que l'équipe est extrêmement importante. Sans une équipe, on ne fait rien. Ça apporte une satisfaction personnelle qui est énorme. On va y venir sur les raisons pour lesquelles tu entreprends toutes ces choses-là et sur ton parcours. Mais tu nous donnes déjà quelques petites informations avec cette réponse. Je continue dans cette interview. Je te connais. Si je t'ai croisé dans les médias, où est-ce que j'ai pu te croiser ? Alors les médias, j'ai la malchance de paraître à l'heure actuelle assez souvent parce que voilà, le sujet qui est évidemment celui où tout le monde demande des avis, c'est la question de la pandémie, de la fermeture, etc. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup investi en tant qu'association. Moi, je préside aussi une association qui s'appelle La Belle Nuit, dont le but à la base était simplement de travailler à l'amélioration de la gestion de la qualité de la vie nocturne. Donc on n'était pas parti pour autre chose que d'améliorer les conditions de travail, de faire en sorte que autant la personne qui gère un club et ses employés ont un certain nombre d'obligations vis-à-vis de leurs clients et que les clients eux-mêmes qui rentrent dans un club se rendent compte aussi qu'ils ont eux-mêmes aussi un certain nombre d'obligations à remplir pour que la soirée se passe bien. Donc on était sur quelque chose qui a abouti finalement à une charte de comportement, de qualité d'un lieu qui est sur une base totalement volontaire. Puis après, de fil en aiguille, on est parti sur l'idée de créer un festival. C'est les rencontres lausannoises des cultures nocturnes. Et là, comme ça se passe dans plusieurs pays, moi j'étais invité à pas mal de ces conférences. En fait, il y a chaque soir qui est consacré à une certaine thématique. On peut parler de la partie comportementale sociale, le rapport homme-femme, milieu LGBTIQ. On peut parler de prévention. On peut parler aussi de comment une ville prend soin de ses nuits, comment est-ce qu'elle la met en avant, comment est-ce qu'on fait cohabiter le jour avec la nuit. Et puis aussi tout ce qui concerne un petit la partie écologique, comment avoir des
comportement éco-responsable en milieu festif. Donc tout ça, ça partait sur cette direction-là. Et il est vrai que dès que la pandémie a démarré, qu'on a été fermé, j'étais un peu obligé, avec mon association, de défendre en fait les intérêts des patrons de clubs, qui étaient les premiers à avoir dû fermer sur le long terme. Ça a été un combat, un grand combat. On a réussi quand même à obtenir ce qu'on recherchait. Et c'est vrai que ça donnait lieu évidemment à des prestations médiatiques dont je me serais bien passé. J'aurais préféré parler de programmation et de soirée. J'imagine, mais alors, je tiens quand même à dire que j'ai vu une vidéo de toi à la RTS, une interview en 2012, où on t'interviewait pour des problèmes de sécurité dans la ville de Lausanne, et tu parlais déjà d'un label et d'une charte de qualité. Et effectivement, comme tu m'as parlé de Label Nuit récemment, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que Thierry a été au bout de ce projet-là. Absolument. Parce que tu en parlais déjà en 2012, et là, il voit le jour, et finalement, c'est très concret et très actuel. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on sait aussi à travers cette pandémie qu'il y aura certains gestes barrières qu'on va devoir garder. Nous, on défend aussi le fait qu'un club reste un club. C'est un milieu social. Les gens ont besoin de se voir, de danser, de s'embrasser. Un espace de liberté. On ne peut pas imaginer avoir des masques. On ne peut pas imaginer avoir 1,50 m de distance ou ne pas pouvoir aller au bar. Donc nous, on est en train vraiment de travailler sur comment finalement anticiper ces réouvertures. On demande au Conseil fédéral, on demande à l'OFSP de travailler sur un principe de club pilote, comme ça a été fait à Berlin, c'est de faire des tests dans des clubs avec nos homologues zurichois. Je fais partie aussi d'une autre association qui est la Commission des bars et clubs suisses, avec laquelle on se concerte au niveau suisse avec nos homologues dans chaque canton. Et on est en train vraiment de proposer, mais ça n'a pas été accepté à l'heure actuelle, de faire une soirée test avec des conditions d'accès qui sont en relation avec un test Covid qui peut être fait le jour même ou alors avec un minimum de 3 jours, et puis participer à l'expérience sanitaire plutôt que d'être fermé et puis d'attendre que les choses se passent sans qu'on puisse être concerté. Je pense qu'on a un rôle à jouer et puis on pense qu'il est important et on souhaite le jouer. Bien sûr. Alors, tu réponds de façon exhaustive à toutes ces questions et ça tombe bien puisque finalement j'avais prévu une interview adapté un peu plus tard, mais comme tu réponds déjà à toutes les questions que j'allais potentiellement te poser après, alors je lui viens directement. D'accord. Je te vois souvent sur les réseaux sociaux avec des t-shirts variés. J'aurais dû le prendre d'ailleurs. Hein. Peut-être. Ouais, zut. Filmé, tu vois. Oui, j'aurais dû le prendre. Donc, j'y ai pas pensé. Le premier, c'était In Bistro We Trust, exact. Il me semble. Et là, il y en a un autre dont je ne saurais pas prononcer le titre puisque je ne parle pas assez bien allemand. Oui. De quoi il s'agit ? Il s'appelle Kein Disco Nicht Rigolo. D'accord. Ce qui veut dire qu'en gros, que quand on est fermé, quand il n'y a plus de liens sociaux, quand on n'arrive plus à communiquer ensemble, il y a toute une jeunesse qui est mise à l'écart à travers ces décisions. C'est vraiment pas drôle. Ok, et donc le but de ces t-shirts-là, c'est quoi ? C'est de communiquer ? C'est que les patrons des différents établissements les portent ? Oui, c'est un peu de dire, c'est une démarche qui a deux sens. Un, c'est de dire, voilà, on a un postulat, puis d'ailleurs, on va travailler sur d'autres thématiques. Hein. Il y a les bars, les traiteurs, les cafés, les bistrots, les restaurants, il y a toutes sortes d'entités qui sont concernées par ces problématiques de fermeture et d'indemnisation, évidemment. Et on veut le faire avec un certain humour pour dire, ne nous oubliez pas, on est dans quelque chose qui nous semble être juste, mais on peut aussi le faire avec humour. Bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est perçu de cette façon-là, en tout cas. C'est comme ça que moi, je l'ai vu. Est-ce que tu aimes cet exercice de l'interview ? Disons qu'avec le temps... Alors moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. Alors, peut-être ça ne se voit pas forcément. Ça ne doit peut-être plus, avec toutes ces années, finalement, d'expérience. C'est que du travail de tamis. Moi, je me rappelle la première interview que j'ai dû faire en télé. Je crois que je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. Ah oui, d'accord. J'étais complètement crispé et tout. Puis c'est des choses qui s'apprennent, évidemment. Enfin, ça se fait avec le temps. Et puis, j'en ai pris l'habitude. Puis tu as déjà de la répartie, de toute façon. Non, écoute, tu sais, c'est un travail. Ça a été vraiment un travail. C'est pas dans ma nature de m'exposer. J'aime pas beaucoup exposer ce genre de choses-là. Peu de fois, tu me verras avec. J'ai parlé à la TV, regarder sur Facebook comment j'ai bien parlé. Enfin, ça m'intéresse pas tellement. Tu relayes assez peu ça. Je relaye peu parce que voilà, je pense que c'est mon devoir aussi de défendre une profession. Et puis j'ai pas besoin de m'en vanter. Enfin, c'est quelque chose que c'est un devoir, quoi. Bien sûr. Écoute, tu le fais bien. J'ai encore une anecdote parce que c'est vrai que j'ai regardé tes différentes interviews depuis plusieurs années. Il y en a une où principalement. T'as été loin. Il y en a une où on te coupe, où le journaliste, j'imagine, il est un petit peu en dehors de son timing. Oui. Et il te dit que tu as une langue de bois. Ouais, mais il dit que tu ne réponds pas à la question. Alors je trouve que tu réponds à la question. Alors je suis entièrement d'accord avec toi. Et il te coupe, il te dit non, on n'a plus le temps, merci, au revoir. Ouais, je sais. Je me rappelle très bien. Il m'a réinterviewé, ce gars-là. Et puis on en a parlé. J'ai trouvé que ça avait été pas très correct. Mais bon, aussi, c'est un jeu. C'est-à-dire que le journaliste va te poser des questions. Tu es journaliste. Toi, tu sais aussi à l'avance par rapport au sujet comment tu veux, quel message tu veux faire passer. Tu as très peu de temps.
et tu dois aller directement sur le sujet et pas te laisser embarquer dans des choses voilà, qui te diraient faire dire le contraire de ce que tu penses. Donc, certains journalistes sont très habiles à faire ça. Et bon, moi, je les connais après, avec le temps. Bien sûr. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est que je voulais dire faire passer un certain message et il n'a pas apprécié que je réponde à ma manière, on va dire. J'imagine. Voilà. Bon, la différence avec l'exercice qu'on fait actuellement, c'est qu'on a le temps. Oui, c'est bien. Et c'est que moi, finalement, j'ai aucune pression ni de timing, C'est bien. ni de ligne éditoriale à suivre Mhm. ou quoi. Je suis un peu le seul patron, le seul maître à bord. Bon, c'est peut-être aussi lié au fait que ce soit le début aussi de cette aventure. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a différentes pressions qui s'exercent. Et je pense qu'effectivement, c'était le cas, comme tu le dis, avec ce journaliste qui Ouais. devait être dans son rôle et ne pas sortir des clous. Oui, puis il faut pas oublier, c'était une interview aussi qui était très difficile parce que j'ai dû descendre, j'étais en vacances, j'ai dû descendre au studio de la RTS à Lausanne avec une interview qui était avec c'était même pas un Zoom, hein, j'avais personne en face de moi en fait, D'accord, j'avais ouais. même pas un écran en face de moi, j'entendais la personne et donc tu es aussi de manière très inconfortable, c'est très différent quand tu es en vis-à-vis de quelqu'un avec lequel tu peux un petit peu aussi préparer l'interview à l'avance. Donc lui, il voulait prendre un fait divers, il voulait une réaction immédiate et puis ça a été fait dans les conditions assez stressantes, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, C'est un bon exercice. je pense, ouais. Et je me suis mis à ta place, je me suis dit, j'aurais pas apprécié ça. Ouais, non, c'était pas sympa. Mais je l'ai revu il y a très peu de temps, d'ailleurs, il n'y a même pas un mois qu'on en a parlé. Ouais. Quelqu'un de sympa, outre mesure. Oui, enfin, il fait son job, Ouais. comme moi je fais le mien. Absolument. Très bonne réponse. Si je t'ai croisé en vacances, Thierry, où est-ce que j'ai pu te croiser? Alors, les vacances, j'ai deux types de vacances. J'ai des vacances qui sont familiales parce que je suis très attaché à ma famille. Et puis, on part, quand on pouvait partir en vacances dans des lieux où on n'était pas trop avec des prescriptions sanitaires Bien qui font sûr, que finalement, des tu fais mieux de limitations. rester chez toi. C'est surtout en famille, on essaie de faire vraiment des voyages découvertes. Alors, moi, j'ai un paradoxe, c'est que ma femme aime un certain nombre de choses et moi, absolument l'opposé. D'accord. Donc, on s'est retrouvé à dire, finalement, on va faire un 50-50. Et on va partir au ski en short ou on va partir à Bora Bora en combinaison de ski? Elle est très culture, visite ville, etc. Moi, je suis très surf, nature, aventure, etc. Okay. Donc, on essaie de faire chaque fois les programmes. Puis moi, j'adore vivre le voyage de 3 manières différentes. La première, en préparant le voyage, je prends un plaisir fou en le vivant et après en m'en rappelant. Tu n'es pas du genre à partir avec ton sac à dos Je à l'aventure? peux le faire. Si, peux le je faire aussi. peux le faire. Oui, j'ai vécu au Sénégal et tout ça. Et puis, je suis parti dans des belles aventures. Non, ça, c'est des trucs que je peux faire, mais je le ferai plutôt dans ce cas-là seul. D'accord. Ou avec mes garçons s'ils veulent me suivre, mais je suis pas sûr. C'est pas leur style. Ça dépend. On a pu faire des trucs originaux. On le fait pas mal en ski. On fait pas mal de trucs d'aventure comme ça. Mais voilà, familial. Puis la deuxième partie, alors elle est plutôt liée à faire des choses qui sont aussi avec des liens sociaux, être avec des amis, faire du surf. Moi, j'aime beaucoup faire du surf. Ok. Et, mais ça me demande de le faire plutôt seul parce que voilà, il faut qu'on me suive et que tout le monde n'a pas forcément envie de faire ce genre d'expérience. Voilà. Ok. Ça m'emmène à la dernière question de cette interview. Si je t'ai croisé passionné par quelque chose, je t'ai croisé où? Alors, c'est la musique. Hein. Moi, les concerts, c'est juste ma vie. Je pense que les seuls regrets que j'ai dans ma vie, et heureusement d'en avoir de si superficiels comme regrets, les seuls regrets que je peux avoir, c'est les concerts que j'ai ratés. D'accord. C'est à peu près tout. C'est pour le reste de ma vie, je me dis avec ce que j'ai pu faire, les erreurs, parce qu'on en fait, des choses on peut se dire, on aurait dû faire plutôt comme ci, comme ça. D'un autre côté, je pense qu'effectivement, chaque chose qui arrive dans la vie et chaque crise amène une opportunité. Et puis je pense que c'est vraiment aussi à ta manière positive de voir les choses que tu as à régler toute une série de problèmes. Et voilà, les seuls regrets que j'ai, c'est les concerts que je n'ai pas vus. Okay. Donc, où tu as pu me voir, c'est vraiment dans des salles de concert, des festivals, des soirées, des choses comme ça, où on est dans l'esprit de la musique, de la fête, du partage. Dans le partage, ok. On termine cette interview et on passe à l'interview suivante qui s'appelle l'interview L'art et la manière, ou j'aurais pu l'appeler la manière de vivre de l'art. Ok, tu vois, c'est bien. Ce qui est un petit peu une définition de qui tu es. Ok. C'est parti, jingle. Le cinéma, le théâtre, la musique, autrement dit tout ce qui touche au monde de l'art. Et si on mettait une grande toile ici? Et si on pouvait en vivre? Oui, mais avec la manière. L'interview, l'art et la manière. Cher Thierry, voilà cette interview L'art et la manière, ou la manière de vivre de l'art. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi de dédier ta carrière et ta vie au monde de l'art? Oui, je pense que c'était une évidence, dans le sens où c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé lire, le cinéma, j'adore. Ma femme est directrice d'un théâtre, elle est écrivain. Je veux dire, j'ai toujours baigné là-dedans. C'est pas par hasard que je me suis marié avec elle, d'ailleurs. D'accord, ouais. Et qu'elle a accepté de m'épouser. Enfin, voilà. Et oui, c'est quelque chose qui est important pour moi. Absolument. La musique a toujours été une grande passion. J'ai pris le piano assez jeune. J'ai assez vite essayé de composer. Malheureusement, je n'étais pas assez bon. Mais disons que oui, j'ai toujours pensé que je ferais quelque chose en rapport avec un aspect artistique. Ok, c'est pour ça que tu t'es essayé à différents types Exact. d'art finalement. Mais alors, j'ai pas prévu cette question, mais tu dis que ton épouse
et dans l'univers de l'art, Ouais. etc. Est-ce que pour toi, c'était un critère important de partager ta vie avec quelqu'un qui partage les mêmes passions que toi? Alors, difficile à dire parce que quand je l'ai connue, c'était un coup de foot qui avait rien à voir avec le fait qu'elle soit directrice d'un théâtre qui est venu après. Tu le savais je pas à ne le ce savais moment-là. pas. Par contre, il y a des connexions que l'on ressent chez quelqu'un et puis on était sur les mêmes valeurs. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne trompe pas. D'accord. Donc finalement, ça n'a fait que te conforter dans Exact. ton choix. Voilà. Après 30 ans coup. plus tard. 30 ans plus On tard. est toujours ensemble. Magnifique. Est-ce que, du coup, une autre question encore, mais tu crois dans l'amour qui dure? Je pense que dans l'amour qui dure, il faut bien se comprendre. Il y a un fameux livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, D'accord. qui est excellent parce qu'il explique justement que tu es né, enfin tu es éduqué avec un certain langage qui t'est propre, puis la personne qui parle pourtant la même langue que toi ne l'est pas nécessairement avec les mêmes bases et les mêmes valeurs. Il faut arriver à comprendre ce qu'est le mécanisme qui fait que tu arrives à t'entendre avec cette personne-là. Et très souvent, j'ai beaucoup d'amis, je suis aussi dans une tranche d'âge où beaucoup de mes amis sont séparés. Et je pense que c'est un travail. C'est un travail de compréhension. C'est un travail important, mais qui vaut la peine. Mais c'est un travail. Donc, tu dirais qu'en pourcentage, la communication et la capacité à pouvoir bien se comprendre dans un couple, ça représente... Essentiel. Je pense quasiment le tout. D'accord. Voilà, le Ok. 100%. Ouais. Et C'est dans la manière dès dont le tu début ou communiques. dans la durée? Les deux. Les deux. Ouais. Parce Ok. que le coup de foudre, on le connaît. Il y a l'amour ne dure que 3 ans de bail BD, Ouais. voilà, etc. Ça, on le connaît. Mais disons, après, alors oui, bien sûr, tu as tes enfants qui vont aussi conforter ta relation de couple. Mais après, tes enfants vont partir. Et donc, c'est qu'est-ce que tu fais après? Comment tu le gères? Et je pense que là, le dialogue est essentiel. Très bien. Du coup, ma question, je l'adapte. La suivante, j'allais te parler du dé. Est-ce que ton rythme de vie, où tu es finalement par Mons et par Vaux, souvent pas là le soir, est-ce que ça a posé problème dans ton couple? Et finalement, peux-tu nous raconter ce parcours et ce choix de carrière que tu as fait? En quoi est-ce qu'il a eu un impact sur ta vie personnelle? Alors, il faut savoir quand même que quand j'ai repris le D-Club, ce n'était pas du tout pour en faire un club. D'accord. Je l'ai repris en fait pour en faire une salle de concert. À l'époque, c'était encore un cinéma? C'est un cinéma qui est devenu un club, qui Voilà. a été géré pendant 5 ans par la personne, Stéphane Besançon, qui l'a créé. C'est D'accord. vraiment à lui que revient le fait d'avoir fait ce lieu. Après, pendant 2 ans, ça a été repris par 2 personnes qui n'ont pas forcément amené énormément. Mais moi, je l'ai repris parce que j'étais convaincu qu'il manquait une salle de concert. Il faut savoir que le Bleu Lézard, géré par mon frère, ma sœur et moi-même, on est 3, on a toujours été 3 dans nos activités. On a pris ce restaurant-là parce qu'on est tombé amoureux de la cave. Mhm. Il y avait une gigantesque cave et quand on a vu le restaurant, on s'est dit OK, on prend le resto, mais Pour on les fera une concerts salle en de bas. concert en bas. D'accord. Et il y avait quand même une époque phare à Lausanne qui était la seule salle de concert qu'il y a eu pour les jeunes pendant très très longtemps. Elle était à Dolce Vita, qui était un club d'abord autonome et ensuite associatif, subventionné par la ville, et qui a dû fermer. Mhm. Et on était finalement le seul lieu de concert live pour ce type de capacité-là. Et très vite, on s'est dit, tiens, on a fait des salles de 150, 200, comme la cave du Bleu Lézard. Ouais. Ce serait quand même intéressant de passer à un niveau supérieur. Et c'est là où l'idée était de reprendre le lieu pour en faire une salle de concert de 500 personnes. D'accord. Mais il se trouve que pour une histoire assez complexe, ça n'a pas pu se faire. Et que finalement, j'étais obligé de revenir à une version clubbing sur laquelle je n'avais absolument aucune idée. Et donc, Tu faisais pas ça à l'époque, je c'était faisais pas ton cœur de ça. métier. Et d'ailleurs, les gens du milieu ont dit, quand j'ai repris ça, parce que les gens ont un avis sur tout et surtout un avis, que c'est au bout de 6 mois, je me casserai la figure, que ça ne durerait jamais, etc. Puis maintenant, on va fêter les 25 ans au mois d'octobre. Et puis je suis assez content de me dire que ça fait 17 ans que je gère ce lieu et qu'il fonctionne plutôt très bien quand il est ouvert, on va dire. Oui, absolument. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas de ton fait. Non. C'est pas lié au fait que le club marche, ait une bonne image et attire du monde. C'est plutôt lié à quelque chose que personne ne maîtrise vraiment, qui est la crise sanitaire. Mais pour répondre à ta question qui était de dire quel est le rapport avec la famille, moi j'ai une femme qui est très très indépendante, d'accord. qui a besoin d'écrire, qui a besoin de beaucoup de temps pour elle, et ça ne nous a jamais posé de problème d'avoir ces deux univers séparés. Je pense qu'encore une fois, dans un couple, tu as toutes les manières de fonctionner. Tu as le couple fusionnel, tu as le couple qui est individuel, tu as toutes sortes de manières de faire. L'essentiel, c'est au final que les deux s'entendent, Bien quelle sûr. que soit la manière. D'accord. Donc non, ça ne pose pas de problème. Sinon, tu n'en serais pas là Je n'en aujourd'hui. serais pas après 30 ans. C'est ça. Mais alors, du coup, le D, moi, je me suis toujours posé la question. On sait que c'est un club qui a une notoriété qui va bien au-delà des frontières helvétiques. Ça a été assez vite ou ça s'est développé vraiment petit à petit, avec le temps? Très difficile. C'était très difficile. Très difficile parce que je ne connaissais rien. Donc je n'étais pas du tout parti. Encore une fois, je n'écoutais pas de house à l'époque. D'accord. Et je dû vraiment me mettre dans cet esprit-là.
Alors, peut-être que là où j'ai une bonne connaissance, c'est que j'arrive toujours à très bien m'entourer. Absolument, oui. Voilà, j'arrive toujours à très bien m'entourer de personnes. Si je n'ai pas la compétence, je trouverai de toute façon quelqu'un qui l'a. Et j'ai eu la chance d'avoir un programmateur qui est avec moi maintenant depuis bien 15 ans, hein, Thierry Collado, et avec qui on a pu construire, monter les choses. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti. Il faut imaginer que Lausanne a toujours eu une manière de fonctionner par famille, par groupe de personnes et par groupe par goût particulier sur un certain type de musique. C'était très malvenu à l'époque de croiser les styles. Soit tu étais punk, soit tu étais techno, soit tu étais etc. Hip-hop, voilà. Ouais. Et on a été les premiers en fait à prendre le risque tout à fait volontaire de dire dans un club qui à la base est censé être un club de house avec ce label, on va mettre du hip-hop. C'était une révolution. Là, on s'est fait carrément insulter en disant vous êtes des malades, vous y comprenez rien du tout. Donc, on a fait venir des DJ premiers, on a fait venir un premier concert de I Am à Lausanne qui s'est fait ici au D-Club sur un lundi à un mardi soir, tellement qu'il y avait de monde, avec la police aux alentours qui était complètement flippée en se disant Dieu sait comment ça va se passer. Et donc, on a réussi à vraiment mettre ce mélange, et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et c'est toute la programmation du D-Club, elle est axée sur cette diversité, c'est-à-dire qu'on peut autant programmer de la house, de la techno, avec autant des newcomers que des DJ confirmés de niveau international. On peut faire de même pour le hip-hop, et surtout, on travaille aussi les parties live, parce qu'on fait toujours du concert. On l'a fait le plus souvent que l'on pouvait sans subvention. Et on a aussi mis sur pied, à l'ABC, qu'on voit ici, des spectacles d'humour qu'on fait en première partie de soirée. Puis cette pandémie, en fait, nous a poussé à prendre un parti encore plus radical, on va dire, dans le fait de dire un club, c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est un endroit où on peut venir au début de soirée, c'est un endroit où on peut écouter de la musique, voir des spectacles, voir une projection. Il n'y a pas de limite à la gestion d'un club. Et on a cassé complètement ces barrières-là. Ça a été difficile, ça a été très mal compris au départ, mais ça a porté ses fruits. Mais tu sais que c'est une anecdote personnelle, mais on a travaillé ensemble il y a plusieurs années, on était partenaires, et je me souviens qu'il y avait ces Secret Garden Party qu'on a mis en place à l'époque il y a plusieurs années et qui était le samedi après-midi. Exact. Et il y avait déjà du monde qui venait, etc. Donc alors le club vivait l'après-midi. Absolument. Donc là, l'idée, c'était vraiment de dire, on fait un 18h, 6h du matin, non-stop, 12h. Et puis, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est les jeunes c'est difficile d'accepter des jeunes en club qui n'ont pas 18 ans. Pourquoi ? Parce que tu as des problématiques liées à la consommation d'alcool. Tu sais très bien que même si tu dois vérifier une carte d'identité d'un jeune, son pote qui a 18 ans, on va peut-être lui refiler une bouteille, et tu es responsable de ce qui se passe. Donc la plupart des clubs à Lausanne demandent vraiment que les gens aient 18 ans pour entrer, pour éviter ce type de problème-là. Et là, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de faire un double booking, c'est-à-dire qu'un DJ renommé mixé en première partie de soirée pour une clientèle de jeunes jusqu'à 18 ans. Ensuite, on vidait la salle et puis on refaisait de 18h à la fermeture avec une clientèle plus âgée, ce qui donnait aussi la possibilité aux plus jeunes de participer à la vie de clubbing sans trop de risques pour nous liés à ces questions légales. Et on sait à quel point, quand on n'a pas encore 18 ans, comme on crève d'envie d'aller faire la fête et d'aller en boîte. Alors, les fausses cartes d'identité, on connaît. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Je ne l'ai pas fait pour ma part. Non. Aux États-Unis, je l'ai fait, je me souviens. Ah, écoute, mais pourquoi ? Parce que j'étais tellement frustré d'avoir 20 ans, donc de pouvoir aller faire ce que je voulais. Et c'était 21 là-bas. Ça, donc je ne pouvais pas boire d'alcool. Donc j'étais tellement frustré de me dire, si chez moi j'ai tous les droits, en tout cas j'ai le droit de faire la fête, et ici pas. C'est pour ça que les gens allaient au Mexique quand ils étaient en Californie. Tu vas à Tijuana, et puis voilà. Et puis toute autre histoire. J'imagine. C'est peut-être pour ça que ça marche autant. C'est peut-être pour ça qu'il y a un mur entre les deux pays. Non, finalement peut-être pas. Plus. Ok. Eh bien, écoute, j'aimerais bien savoir aussi si ton attrait pour le monde artistique, est-ce qu'il t'a poussé à garder un regard sur la direction artistique de tes établissements ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu choisis toujours les artistes, que tu as ton mot à dire, ou est-ce que tu délègues vraiment tout ça à Thierry Collado ? Alors, objectivement, je délègue énormément la programmation à Thierry Collado. On a des séances chaque semaine pour discuter de propositions d'artistes, etc. Là où je me fais mon petit plaisir, c'est véritablement à l'ABC, où j'ai vraiment essayé de faire des petits concerts, de l'humour, comme j'avais mentionné. On a une soirée qui s'appelle ABC with Friends, qui est vraiment une soirée où c'est que des amis qui mixent. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, mais sinon, je suis peu intrusif, on va dire, en termes de programmation. Et je n'aurais jamais tenu 15 ans avec la même personne si ça avait été le cas. Bien sûr, ouais. Bon,
Après, il peut y avoir une combinaison, je veux dire une oui, entente alors c'est une combinaison. Alors, sur c'est le sûr. choix des Ouais, artistes. tout à fait. Après, c'est comme un couple. C'est qu'à un moment donné, tu en as un qui a une vision, l'autre a une autre vision, puis peut-être l'entre-deux peut être tout à fait utile aussi à expérimenter. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une partie de ton business que tu délègues pas ? Et qu'en l'occurrence, là, tu as délégué la direction artistique, la programmation, tu dis que tu sais bien t'entourer. Est-ce qu'il y a une partie de ton business où tu dis non, ça, soit parce que je le fais bien, ou soit parce que j'aime le faire, je déléguerai pas ? Alors écoute, la seule chose que je délègue pas, c'est mon regard quand je rentre dans le club. Ouais, C'est-à-dire que c'est si sûr. si je rentre, je vois tout. Et je suis horrible pour ça. C'est-à-dire que je peux voir très très bien un truc qui colle pas. Et ça, je pense, c'est vraiment un regard quand tu es totalement impliqué dans ton affaire. C'est que tu vois des choses que d'autres personnes ne voient pas parce que ce n'est pas leur affaire. Et ils peuvent être les meilleurs employés du monde. C'est rare. J'en ai eu des gens qui étaient impliqués à tel point que tu pouvais imaginer qu'ils étaient prêts à être considérés même comme étant les vrais patrons de l'endroit au regard des clients. Mais disons que ce regard-là, je pense, c'est celui qui fait qu'à un moment donné, tu gardes un certain niveau d'exigence. Et si tu ne le fais plus, c'est un autre métier. C'est-à-dire que tu commences à partir dans une gestion qui est totalement différente. Là, j'ai toujours ma vision quand je rentre et qui fait qu'il y a certains points sur lesquels, pour moi, c'est impératif que ça doit fonctionner. D'accord. Et cette vision globale que tu arrives à avoir, cette photo, en fait, quand tu rentres dans le club, c'est ça que tu... Exact. Voilà. Ouais, pour moi, c'est impératif. Très bien. Il y a des choses que je vois et que je pense que il faut vraiment être le patron de lieu pour voir ce genre de choses-là. Et puis parce que c'est ton endroit, tu connais tout le squelette et les entrailles du lieu, donc ça te permet aussi d'avoir une vision que quelqu'un qui ferait peut-être le même métier que toi, mais qui arriverait dans cet établissement, ne pourrait pas avoir. Oui, tu vois, c'est un peu comme Louis de Funès dans le Grand Restaurant, tu vois, c'est un peu ce genre de choses-là. J'aimerais bien arriver déguisé comme ça, tu vois. Et puis, absolument. Okay, je me mets une perruque blonde. Excellente référence. Ouais. Les films de Funès, on pourrait parler cinématographie, on pourrait parler film, mais... Film, si tu veux, avec plaisir. Mais j'ai plein d'autres questions. On pourrait faire 4 heures d'interview, un marathon de tes questions. Bon, je te raconte quand même le film, parce que c'est quand même marrant. Donc, moi, j'ai fait le cours Florent un petit bout, en stage d'été. Et puis, j'ai eu le premier engagement que j'ai eu après le cours Florent, c'était en fait un film de Godard, hélas pour moi. Et il faut savoir quand même que Godard est un directeur de film qui est quand même assez particulier. C'est pas simple de travailler. Enfin, voilà. Donc c'était ma première expérience. Et ma première scène, je me retrouve devant Depardieu. C'est pas vrai. Ouais. Et je dois dire juste une phrase, mais idiote, et qui est de dire « Je m'appelle Thierry Wegmuller ». Ok, ce qui en plus est ton nom. Figure-toi que j'ai bafouillé, j'étais lamentable et je pense que j'étais tellement mauvais. J'ai regardé le film après, j'étais coupé au montage et vaguement à un petit moment, on entend la voix qui prononce le nom et j'apparais absolument pas à l'écran. Et je me suis aussi rendu compte à travers cette expérience-là que acteur, c'est un autre métier parce qu'acteur, tu bases vraiment tout sur ta personnalité, tu te mets toi-même en avant, c'est un regard que tu as vis-à-vis de toi-même. Quand tu travailles dans la gestion d'un lieu comme un club ou une salle de spectacle, tu n'es que l'instrument qui fait que la soirée se passe. C'est une toute autre manière de voir les choses qui me correspondait 1000 fois plus. Donc j'aurais été incapable d'être acteur. Mais par contre, ce que je fais à l'heure actuelle, je l'aime beaucoup. Comme quoi, même Thierry Wegmuller a du mal à prononcer son propre nom en face de Depardieu ou d'un artiste comme celui-là. Honteux. Mais bon, j'en rigole encore. Je pense que c'est un bon souvenir quand même. Écoute, c'est un très bon souvenir. En fait, tu as d'autres anecdotes comme ça cinématographiques? Tu as rencontré d'autres artistes? Alors cinématographique, pas vraiment, parce que je ne l'ai pas fait très très longtemps. Et ce qui est assez marrant, c'est que je l'ai fait juste avant de rencontrer ma femme et juste avant, parce que j'ai rencontré ma femme au moment où on a repris le Bleu Lézard avec mon frère et ma sœur. Et donc ça a été vraiment un enchaînement où je me suis dit, tiens, je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Puis une fois que tu es dans le bain, une fois que tu lances les choses, on a fait quand même plusieurs établissements différents. On a mis en place des concepts différents auxquels on croyait. Et voilà, tu ne peux pas faire non plus 36 000 choses dans ta vie. Bien sûr. Et même si tu aimerais. Oui, enfin, on n'est jamais à l'abri de changer de cap. Mais en tout cas, pour moi, tu es un bel exemple de quelqu'un qui fait plein de choses à la fois. Moi, j'essaie de le faire. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ce que je souhaite. Mais bon, j'ai peut-être encore un peu de temps dans ma carrière. Tu as largement le temps. Très bien. mais je reviens à ma question des artistes. Est-ce qu'il y a un artiste musical, par exemple Odé, que tu aurais rencontré, qui t'aurait marqué? Oui. Mais non. Mais si. Mais c'est la fin de l'épisode, il faudra revenir la semaine prochaine pour écouter la suite et savoir de quel artiste Thierry nous parle. Plein d'anecdotes, encore plein d'histoires. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans le sens. Et vous êtes sur la version vidéo de cette interview, mais sachez que toutes les semaines, je poste également une version audio en podcast et je vous mets tous les liens en description. Ça peut être utile quand on n'a pas envie de regarder une vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt et mettez-moi tous vos commentaires, vos likes, etc. Abonnez-vous à cette chaîne
Et surtout, n'oubliez pas que si vous êtes réveillé ce matin, c'est que jusque-là, vous alliez dans le bon sens. Sens.